Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un sujet super intéressant, le besoin d'avoir raison. Pourquoi on a ce besoin énorme d'avoir raison et les conflits et les problèmes qui viennent avec ce besoin d'avoir raison. Je vais vous donner des stratégies, je vais vous aider à mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ce besoin. Mais avant de commencer effectivement notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ginestra Mora, je suis coach intuitive spécialisée en trauma de l'enfance et ma mission est aider le plus grand nombre de femmes à passer de la souffrance au bonheur par la guérison de leur trauma de l'enfance. Euh, Aussi, j'aimerais vous dire que si vous ne me suivez pas, si vous n'êtes pas abonné à tous mes réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites-le maintenant parce que chaque semaine, je vais lancer de nouveaux sujets avec de nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, je vais lancer la série des archétypes de l'enfance, quelque chose qui parle à tout le monde. Vous allez avoir la possibilité de découvrir beaucoup de sujets intéressants. Alors, sans perdre le temps, s'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez bien m'entendre, si vous pouvez bien me voir. Je transmets en même temps sur Facebook, sur Instagram. Et s'il vous plaît, je vais faire l'annonce maintenant au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va me faire beaucoup de plaisir de répondre à vos questions. Alors, je me lance dans ce sujet très controversé, le besoin d'avoir raison. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté ce besoin quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, dans un échange, peut-être au travail, peut-être chez vous, peut-être dans un environnement, dans une fête avec des amis, que vous avez ressenti ce grand besoin d'avoir raison, d'aller jusqu'au point où vous trouvez des arguments par-dessus des arguments par-dessus des arguments pour prouver que vous avez raison. Et s'il vous plaît, écrivez-moi un commentaire si vous avez ressenti cet énorme besoin. Et si vous me dites que non, je ne peux pas vous croire parce que le besoin d'avoir raison, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un besoin fondamental. Et chacun d'entre nous, à différents niveaux, à différentes étapes dans notre vie, on a ressenti cet énorme besoin de dire non, c'est moi qui ai raison, regarde les choses, c'est toi qui te trompes, c'est moi qui ai raison. Et je peux vous dire que j'ai dans la maison deux ados qui essayent par tous les moyens possibles de me prouver que ce sont eux qui ont raison. Et surtout mon fils, depuis l'âge de 2 ans, quand il a commencé à parler clairement, à exprimer des idées assez claires, il a toujours essayé de me convaincre que c'est lui qui a raison et pourquoi moi, comme adulte, je dois avoir raison. C'est lui aussi qui doit avoir raison. Je peux vous dire que justement, c'est un mécanisme. Et maintenant, vous savez, avant de me lancer, effectivement, je vais vous expliquer pourquoi quels sont les mécanismes qui se cachent derrière ce besoin d'avoir raison? En premier, vers l'âge de 2 ans, l'enfant, il commence à développer qu'est-ce que nous on appelle ego. Maintenant, il y a une grosse controverse contre l'ego. Oh, le méchant ego, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais l'ego en soi, il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est notre outil dans l'incarnation. Nous avons besoin de notre ego pour nous aider à mettre en mouvement, à mettre en pratique tous nos projets, tout ce que notre mental envisage, notre ego est le moteur qui va nous mettre en mouvement pour effectivement donner une vie concrète à qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est l'ego, c'est la mission de l'ego. Maintenant, le problème, c'est un ego blessé. Quand, pendant l'enfance, commencent ces blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on appelle des blessures d'âme, et doucement, ego qui vient neutre au monde, à la place de rester un ego en santé, pour développer correctement une émotivité saine, va aller dans une direction d'un ego blessé. Vers 2 ans, effectivement, entre 2 et 3 ans, l'enfant commence à prendre conscience qu'il existe, qu'il n'est pas attaché à sa mère, qu'il n'est pas dépendant de sa mère, qu'il peut exister en dehors de sa mère. Et à ce moment-là, l'enfant va commencer à dire moi.
Pourquoi à ce moment-là, les conflits, comme tout le monde dit, le terrible âge de 2 ans, quand c'est non, 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 je ne veux pas, tout le monde s'est confronté, ceux qui ont eu des enfants sont confrontés avec ce terrible âge de 2 ans où l'enfant prend conscience qu'il est détaché de sa mère, il existe par lui-même et il veut s'affirmer par lui-même, exister en tant qu'individu. Alors d'un coup, si avant ça, si quelqu'un, il y avait un, si avant si avant 2 ans, il avait un jouet, quelqu'un venait prendre le jouet, il réagissait comme et peut-être qu'il peut commencer à pleurer. Mais à partir de 2 ans, si quelqu'un, notre enfant, vient prendre son jouet, il va commencer une guerre. Il va dire non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donc, regardez comme à partir de cet âge, doucement, doucement, l'enfant commence à former une individualité. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, ça dépend du milieu où l'enfant se développe, où l'enfant grandit, il commence à mettre des étiquettes. Je suis un garçon, je suis une fille, je suis la fille à maman, je suis la fille à papa, je suis gentille, je suis. Donc, regardez qu'à partir de cet âge, de doucement, doucement, l'enfant commence à prendre des étiquettes. Et dans cette construction des individualités, des identités, dans la construction d'identité, la famille joue un rôle extrêmement important. À ce moment-là, les parents vont venir et vont dire, tu es gentil, ah, tu es méchant, ah, tu es joli, ah, tu n'es pas si joli comme ça. Donc, l'enfant va en permanence se refléter dans les yeux de l'adulte pour se construire cette personnalité, construire cette identité. Maintenant, les identités commencent en bas âge, mais elles vont se multiplier tout le long de notre vie parce que le rôle qu'on joue et les circonstances et le milieu dans lesquels on évolue sont différentes. On change d'une période à une autre. Alors, si dans le petit âge, je suis garçon, je suis fille, je suis gentille, je suis méchante, je suis intelligent, va augmenter à part je suis une adolescente, je suis une fille, je suis bonne à l'école, je suis pas bonne à l'école, je suis acceptée par les autres, je ne suis... Tout ce que vous pouvez classifier avec je suis sont les étiquettes que nous on porte toute notre vie. Et moi, je lisais une étude qui disait que malheureusement, l'être humain arrive à être soi-même, son identité pure, à peu près 10 minutes par jour, peut-être moins que ça. Et cette période de 10 minutes, il laisse tomber toutes ces identités, se produisent en lieu, ces moments à lieu, d'habitude, le matin au réveil, quand le cerveau n'est pas encore réveillé bien, n'est pas aussi, OK, tu n'as pas reconnecté à toute ta vie, et encore c'est malléable, ou bien le soir avant de t'endormir, donc des états de demi-conscience, de semi-conscience, quand ça se passe la transition entre état éveillé à état endormi. Non, oui, Martine, effectivement, c'est 10 minutes sur 24 heures que nous sommes réellement qui nous sommes. Après ça, on joue d'innombrables rôles. Et ces rôles, elles ont la fonction de nous ancrer dans notre existence. Et dans ce rôle, nous, on a besoin de repères. On a besoin de repères. Si je suis, par exemple, une maman, je vais savoir quel est mon rôle de maman. Comme maman, je dois m'occuper de mes enfants, m'occuper de la maison, aller peut-être aller au travail, revenir au travail. Le rôle de la femme maintenant prend beaucoup, beaucoup de responsabilités. Mais dans toutes ces dynamiques, on porte en permanence ces étiquettes. Ces étiquettes nous donnent des repères existentiels comme une sorte de cadre, donc sorte de cadre dans lequel nous on fonctionne. Et en ce sens, c'est ce qu'on appelle zone de confort, zone de sécurité. Notre cadre, il est ancré dans nos repères, construites par ces identités. Et dans ce monde, imaginez que chaque personne porte en lui un monde entier. C'est comme une sorte de boule où il se trouve à l'intérieur et dans ce monde, il a fixé bien ses repères, il a fixé bien ses identités. Je suis et tout ce que toi, tu dis que tu es, ça sont tes identités et chaque identité, il a un ancrage profond dans les repères autour de toi, dans ton monde qui détermine d'ailleurs ton mode de fonctionnement dans le monde. Et pour aller plus concrète, que ça soit plus compréhensible. Par exemple, c'est moi, je dis, je suis épouse de X, la femme de X. Quel est mon rôle? Quel est mon rôle?
Mon rôle est de prendre soin de lui, mon rôle est de prendre soin de ci, de ça, de ça, de ça. Et alors, quand quelqu'un de l'extérieur va venir et m'a dire, ah, mais tu n'es pas une si bonne épouse. Cette personne, elle a directement frappé dans tous mes repères, dans toutes mes étiquettes, dans tout ce qui me détermine moi comme être humain dans ce rôle. N'oubliez pas, nous on joue de multiples rôles. On est des mamans, des épouses, des amoureuses, des employeurs, on est des femmes de ménage, on est tout ce que vous voulez, on porte d'innombrables étiquettes. Mais quand quelqu'un de l'extérieur vient toucher une étiquette que toi tu portes et à laquelle tu lui donnes plus d'importance, d'un coup tout ton monde va, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attaquer cette personne parce que tout de suite, ça va aller en avant le besoin d'avoir raison. Pourquoi tu as besoin d'avoir raison? Tu n'as pas besoin et tu vas entrer vraiment effectivement dans une bataille d'arguments de prouver en permanence que c'est toi qui as raison, pas parce que tu veux rabaisser l'autre, parce que tout ça sont des mécanismes extrêmement inconscients, sont des mécanismes extrêmement inconscients, pas parce que tu veux le rabaisser, pas parce que tu veux démolir son point de vue, mais parce que toi, tu veux défendre tes identités, tu veux rester stable dans tes repères. Parce que si la personne dit « Ah, mais tu n'es pas une bonne épouse », d'un coup, tous tes repères, c'est comme « Oh non ». Mais qu'est-ce qui se passe? Mais si je ne suis pas une bonne épouse, je suis quoi alors? Et le cerveau ne va pouvoir pas prendre cette information. Tu vas sentir ce moment de perte. Et tu vas te sentir comme une personne qui tombe dans une rivière et il bouge les bras et les pieds d'une manière désorganisée pour s'en sortir. C'est la même chose, c'est le même mécanisme qui se cache derrière ce besoin d'avoir raison. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas parce qu'on veut démolir les autres, ce n'est pas tellement un jeu de pouvoir qui en apparence de l'extérieur peut sembler comme un jeu de pouvoir où c'est qui est le plus intelligent pour mener un jeu plus subtil que l'autre pour gagner sur l'autre. Mais si en apparence, ça prend la forme d'un jeu de pouvoir qui prend des formes démesurées parfois, qui prend des formes poussées à l'extrême, qui peuvent déterminer des conflits, qui peuvent déterminer d'altercations, des insultes ou effectivement des séparations dans le couple ou de rejet qui peuvent prendre d'innombrables formes. Ce type de jeu de pouvoir, derrière ces formes, ces multiples formes de jeu de pouvoir ou de besoin d'avoir raison, se cache le besoin de se protéger son identité. Et son identité est ancrée par l'ego et d'habitude un ego blessé. Parce que maintenant, je vous pose une question. Si moi, je viens et je te dis, toi, Martine, Coris, Louise, Sandrine, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien de ce que toi, tu pensais que tu es jusqu'à maintenant. Tu n'es plus l'enseignante, tu n'es pas la femme, tu n'es plus la mère de tes enfants, tu n'es plus la coiffeuse, tu n'es plus je sais pas, la femme de ménage, tu n'es plus rien de ce que toi, pendant des années, tu te dis je suis. Et tu te dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas prendre ma personnalité. Et souvent, vous savez, dans mes programmes de coaching, quand je dis, les personnes, quand tu commences la transformation intérieure, tu vas devenir une autre. Les personnes, il y a une sorte de résistance, mais je ne veux pas changer ma personnalité, moi j'aime ma personnalité. Et ces personnes qui disent que tu dois changer ta personnalité, tu dois te débarrasser des identités qui ne sont pas utiles pour toi. Des identités, parce que malheureusement, les innombrables identités qu'on crée sont parfois des identités qu'on a créées pour se défendre, pour survivre au trauma, pour survivre à la violence du milieu dans lequel on a grandi, pour survivre à l'injustice qu'on se considère victime, pour survivre à toute notre vie, que parfois on voit comme une catastrophe, bien entendu, quand on est bien centré dans notre posture de victime. Alors, Mathieu m'a dit, j'adore changer de peau, alors dis-moi juste quel costume mettre. Tu sais, tu vois, regarde Martine, qu'est-ce que toi, tu me dis quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est absolument inconscient. Dis, j'adore changer de peau, ok? Dis-moi quel costume mettre. Tu vois, ça veut dire que tu vas remplacer une identité par une autre identité. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce jeu d'être toi-même?
Et alors tu dis, mais c'est qui moi? C'est qui moi? Et ça, c'est une question existentielle. Qui suis-je derrière les costumes? Tu vois? Je donnais juste l'exemple, qu'est-ce que toi tu dis? Mais ça se passe souvent parce que je vois des personnes, des clientes qui viennent me voir à 40, 50, 60 ans, ils n'ont aucune idée de quelles sont, réellement. Et alors, quand je dis qui tu es, elles commencent à me nommer toutes les identités qu'elles ont formées au long de leur vie. Et ici, c'est la bataille de défendre ces identités. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez déjà ressenti ce besoin de défendre vos identités, d'innombrables identités, ou bien si vous êtes conscient du nombre d'identités que vous portez. Et je vais vous donner un exercice très simple pour faire une petite identification de vos identités. Prenez tout simplement le mot je suis et écrivez tout ce que ça vous passe dans la tête. Je suis, si, ça. Écrivez-le tout. Qu'est-ce que toi tu penses qui tu es? Je suis. Et tu vas voir que tu vas donner une longue liste de qui tu es. Et l'étape numéro 2, je veux que toi tu remplaces le verbe je suis par j'ai. J'ai, par le verbe avoir. Tu vas remplacer le verbe être par le verbe avoir. Et c'est de cette façon que toi, tu vas faire une minuscule étape vers la désidentification ou la séparation ou bien un bon classement de tes identités. Par exemple, je suis enseignante. Tu n'es pas une enseignante. Je suis en train de professer un métier, le métier d'enseignant, tu vois. Alors, quand tu dis, j'ai un métier, j'ai le métier d'enseignante, je ne suis pas. Je me désidentifie moi. Ce n'est pas moi la personne enseignante. Je pratique un métier. Et alors, quand tu pratiques un métier, tu dis, OK, c'est juste un métier, c'est comme ça veut dire que je change une paire de souliers avec un autre. Tu ne vas pas te battre toute ta vie pour défendre ce métier d'enseignante et tu ne vas pas rester toute ta vie dans ce métier d'enseignante ou d'autres métiers que tu détestes juste parce que si tu le perds, tu perds tous tes repères. Et c'est pour cette raison que nous avons une grosse bataille derrière pour avoir toujours raison, pour prouver que notre point de vue est le bon. Vraiment que notre point de vue est le bon. Et je peux vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une collègue, une ancienne collègue d'école, et vous savez, elle était tellement ancrée dans son identité, elle était tellement ancrée dans son besoin d'avoir raison, que peu importe, effectivement, peu importe ce que moi je disais, c'était pas bien. Ce n'était pas bien parce elle tenait absolument que moi, je me conforme, à, qu'est-ce qu'elle voulait qu'est-ce qu'elle voulait de moi, à sa vision. Elle voulait tout simplement que moi, je m'ajuste à sa vision sur le problème respectif. Et donc, regardez à quel point on peut aller dans des batailles de pouvoir, de même imposer aux autres de penser comme nous, d'agir que nous, de mettre nos mots dans la bouche des autres. Et si les autres ne vont pas réagir, les autres ne vont pas donner la réponse que nous on veut, d'un coup, on va se sentir blessé. Toutes nos blessures d'âme vont être activées et on va se sentir rejeté, on va se sentir insulté, on va se sentir abandonné, on va sentir que c'est injuste. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, nous avons besoin de confirmer en permanence notre propre identité. C'est ça le mécanisme qui se cache derrière ces histoires. Martine me dit, quand je suis partie de France pour le Canada, j'avais l'impression de perdre toute mon identité, mon réseau, ma job, ma famille. Pourtant, ce ne sont que de repères, mais j'avais l'impression de perdre mon identité. Exactement, Martine, qu'est-ce que moi je te dis? C'est exactement le sentiment qu'on a. Et moi aussi, quand j'ai fait le changement, la transition Roumanie-Canada, c'est exactement la même chose que je ressentais. Parce que je vous dis, à moi, effectivement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, j'ai grandi dans un système communiste où il y avait des classes sociales, où ceux qui avaient des études supérieures étaient les dieux. Et moi, bon, j'ai fait des études, j'étais enseignante, j'étais professeur, j'enseignais le français aux
lycée. J'étais habillée talons hauts, tout le monde, quand je rentrais dans la classe, bonjour madame professeur. C'était vraiment un autre monde. C'est un autre monde. Et j'avais ancré en moi cette identité de professeurs, de personnes avec autorité, les enfants qui doivent respecter. J'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un. La transition, quand j'arrive au Canada, mes études n'étaient pas équivalées encore. Je ne pouvais pas travailler comme enseignante, alors j'ai dû travailler comme éducatrice en garderie. Et je peux vous dire, je ne sais pas en France comment c'est le système, mais ici au Canada, tu as 8 enfants ou 10 enfants et tu es leur mère, leur père, leur grand-mère, leur femme de ménage, la femme qui lave les toilettes, qui leur donne à manger, change les couches, fait le lit, absolument tout. J'étais à quatre pattes en train de laver les toilettes et de changer les couches. Et moi, d'un coup, j'avais perdu mon identité d'enseignante, de professeur habillée chic avec talons hauts. Et j'étais à quatre pattes en train de changer des couches d'enfants de 3 ans. Et je peux vous dire que pour moi, la perte d'identité a été tellement puissante que j'ai fait une bronchiolite, j'ai fait de l'eau au poumon. Mon corps a tellement mal réagi à cause de cette détresse que j'ai dû arrêter le travail pendant 6 mois. Je n'étais pas capable de travailler. Mais chaque fois quand je rentrais dans cette classe et je voyais ces enfants, pour moi, c'était ma vie est finie. Je n'existe plus. Pourquoi? Parce que j'étais tellement ancrée à mon identité. J'avais perdu tous mes repères. Et j'avais personne autour de moi avec qui argumenter, échanger et défendre mon point de vue pour retrouver mes propres repères. Et dans cette perte de repères, c'est un collapse total. C'est effectivement un collapse total et tu tombes de très haut et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi. Et là, parfois, tu arrives à te rattraper et à faire de nouvelles racines, à te recréer une nouvelle personnalité, mais parfois, tu n'arrives pas. Et je vois, il y a beaucoup de personnes qui, justement, dans l'immigration, elles vont retourner dans leur pays, justement parce qu'elles n'arrivent jamais, jamais à se reconstituer, à reconstruire cette identité. Ce besoin d'avoir raison que oui, ma vie est extraordinaire, que oui, je suis telle que je suis, oui, 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 oui. Tu n'arrives pas à reconstruire ton identité, tu n'arrives pas à reconstruire tes repères. Et alors, comme il n'y a personne autour de toi pour confirmer que oui, tu as raison d'avoir raison, oui, que tu as raison d'être triste, tu as raison de te tromper, tu as raison d'être fâché, tu as raison d'être en colère, alors c'est le collapse total, c'est un grand vide existentiel, c'est un grand trou existentiel qui va conduire souvent ou parfois vers des états émotionnels très très bas, la dépression et qu'est-ce qu'on appelle burn-out. Donc, c'est ça qui se passe avec ce besoin d'avoir raison. Je le répète, pour finaliser et pour conclure cette vidéo, le besoin d'avoir raison, ce n'est pas une lutte de pouvoir pour démolir les autres. Ce n'est pas une lutte de pouvoir pour prouver à quel point nous sommes extraordinaires. C'est une recherche inconsciente de repères et de rester fixé dans nos repères et de rester dans notre zone de confort parce que toute sortie à l'extérieur de nous, c'est une perte d'identité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent perdu, on perd le pied dans la vie. Et l'être humain, par excellence, il cherche à garder ses repères, il cherche à construire une identité autour de ses repères. Donc, si vous avez des questions pour moi, c'est le temps de poser les questions. S'il vous plaît, je vous écoute pour me poser vos questions. J'ai vu ici des commentaires. Corinne me dit actuellement, ma nouvelle responsabilité m'active beaucoup dans ce besoin que j'avais besoin d'avoir raison. Exactement. Tu vois, c'est une sorte de bataille, c'est une sorte de lutte pour avoir raison. Et je vous dis quelque chose, ça touche, je dirais, quand notre ego est blessé, quand notre ego n'est pas revenu vers un ego neutre ou bien un ego en santé, alors ce besoin d'avoir raison va vers les extrêmes, va vraiment dans des étapes extrêmes, va vraiment nous pousse dans la souffrance profonde, et ça nous donne le sentiment que nous sommes incompris, que personne s'intéresse à nous, que nous sommes exclus, que nous sommes maltraités, que nous sommes tout ce que vous voulez dans la gamme négative. Et le mal-être existentiel, il est tellement, tellement intense qu'on ne sait plus quoi faire de notre propre existence. Parce que je vous dis quelque chose, l'être humain ne peut pas exister sans repère. Nous ne pouvons pas vivre sans repère. Nous avons besoin en permanence de repères, des choses qui vont
nous confirmer nos identités, notre identité ou nos identités. On a besoin de ça. Je vous donne juste un exemple très, très simple. Tu t'en vas en vacances dans un endroit que tu adores, que tu aimes, que tu as planifié depuis longtemps. Le soir, tu fais la fête, mais le matin, quand tu te réveilles, tu dis, où je suis? Tu es un peu étourdi, tu ne sais pas exactement où tu te trouves. Pourquoi? Parce que tu as perdu tous tes repères. Et il y a des personnes qui s'adaptent super vite à retrouver des repères, mais il y a des personnes qui ont besoin de 2, 3 jours ou peut-être même à la fin du voyage. Par exemple, ma fille me dit, maman, maintenant quand c'est le temps de partir à la maison, enfin, je me sens bien. Moi, je dis, ma fille, par exemple, elle a beaucoup de difficultés à se refaire, à se reconstruire les repères. Pendant que mon fils, il construit vite, vite, vite ses repères et go, go, go. C'est la même chose avec nous. Donc, la prochaine fois, quand vous allez rentrer dans une bataille acharnée pour avoir raison, demandez-vous quel repère je suis en train de perdre, quelle identité je suis en train de défendre. Est-ce que mon monde est en train de s'écouler et j'ai besoin de personnes de l'extérieur qui vont confirmer qu'est-ce que je dis parce que de cette façon, je vais avoir la certitude que mon monde n'est pas en train de disparaître. Martine m'a dit maintenant que j'aime les changements permanents. Comment garder ses repères, faire chaque place son chez soi. Tu sais, Martine, moi, je dis que qu'est-ce que les humains doivent développer, effectivement, vraiment travailler, développer, c'est la flexibilité cognitive. Parce que dans la capacité d'adaptation et de trouver vite tes repères, c'est vraiment la flexibilité cognitive. Moi, je vous dis, j'ai développé cette capacité. J'avais beaucoup de difficultés, quand je vous ai dit, à faire ces changements autour de moi et me retrouver vite, mais la vie m'a poussé dans des circonstances où je devais faire des suppléances avant que j'aille mon diplôme qualifié nanana, au Canada. J'ai commencé à faire de la suppléance dans les écoles. Donc, chaque jour, j'étais dans une autre école, dans un autre endroit. Et même, ça m'arrivait par jour d'avoir deux écoles différentes. Et dans la suppléance, tu dois prendre la classe en charge en 3 minutes. Tu n'as pas 15 heures pour t'adapter parce que les enfants vont te dévorer. Donc, j'avais vraiment, vraiment besoin de m'adapter super vite. Et alors, à force de pratiquer en permanence ces changements, j'ai développé cette capacité de flexibilité cognitive et par la suite, j'arrivais dans une classe en 2 minutes, je me retrouvais, j'ai trouvé mes repères, c'était là, et j'étais dans le feu. Et ça, c'est quelque chose que ça m'a été extrêmement utile par la suite pour tous les domaines de ma vie. Parce que maintenant, peu importe ce qui se passe, je suis capable de trouver des solutions, vite, de m'adapter vite, de sortir vite de n'importe quelle circonstance et solution. Et dit quelle identité je suis en train de perdre exactement, Martine, quand on rentre sur ce terrain de bataille pour avoir raison, toujours, tu dois te demander quelle est l'identité que je suis en train de perdre, ou quelle est l'identité que je suis en train de défendre, ou quel repère je sens qu'il commence à s'effondre dans ma vie, et c'est quelque chose qui est important, sur lequel je m'appuie pour ma propre existence. C'est très important d'avoir ce type de réflexion. Et quand tu réalises que, OK, je suis dans une relation, par exemple. Dans la relation, je suis la femme amoureuse. OK, j'ai construit un cocon d'amour avec la personne X, Y, Z. La relation se déchire, la relation se défait. OK, il n'est plus là. Maintenant, je suis qui? Qui je suis devenue s'il n'est plus là? Parce que cet individu, ce partenaire confirmait que moi, je suis la femme amoureuse. C'est cette identité, c'est cette personne, l'autre, qui confirmait mon identité. Et maintenant que la personne n'est plus là, elle n'est plus là pour confirmer et pour consolider mon identité, et j'ai perdu mes repères. Et je suis comme une personne naufragée qui essaie de se sauver. Et j'ai besoin d'avoir raison et je vais commencer à raconter à toute la planète ma vie et mes détresses et à quel point il a été méchant avec moi, à quel point il m'a fait du mal, parce que j'ai besoin que les autres confirment mon identité, même si c'est d'une autre manière. Au minimum, j'ai besoin qu'ils confirment ma détresse ou qu'ils confirment ma perte d'identité. On a tellement, tellement besoin du regard des autres pour exister. Je vous dis sincèrement, l'être humain, c'est un être social. Il a besoin des autres pour exister. Dire que je suis super bien toute seule, moi, je ne crois pas. Oui, tu peux être super bien toute seule dans tes moments de ressourcement, mais tu ne peux pas littéralement vivre toute seule sur une île déserte parce qu'on devient fou. On a besoin en permanence de confirmer que j'existe, que j'existe. Pourquoi
dans les films de personnes naufragées, vous savez, un film célèbre avec Tom Hanks qui reste perdu sur une île, il avait juste avec lui un ballon. Un ballon lui dessine avec du charbon des yeux, nez et bouche, et c'était c'était l'autre personnage qui parlait avec lui. Donc, il avait besoin de quelqu'un, même si c'était imaginaire, même si c'était figuré, pour confirmer son identité, pour confirmer qu'il existe encore comme être humain. Martine a dit, comment me reprouver, rassurer que ce n'est pas perdu? Ça dépend, Martine. L'identité, tu sais, dans notre personnalité, nous avons d'innombrables identités, comme moi je dis. Mais il y a toujours une ou deux qui sont dominantes. Alors, tu dois te poser la question, est-ce que je suis en train de perdre une identité dominante? Parce que si l'identité dominante est en train de la perdre, c'est là l'énorme souffrance, c'est ça les grosses guerres et batailles de j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Mais par exemple, je suis l'ami de X, ok? On s'est chicané, on a eu une dispute, on ne se parle plus, je ne suis plus l'ami de X. Ce n'est pas une identité tellement puissante dans ma vie. La transition, c'est facile parce que je veux devenir l'ami de quelqu'un d'autre, je veux trouver une autre identité ailleurs. Mais si par exemple, c'est une identité existentielle principale dans notre vie, alors c'est vraiment la galère pour la retrouver, pour faire la paix avec cette perte d'identité. Et je vous donne un exemple très simple. Moi, après mon divorce, j'ai perdu l'identité d'épouse. Et relié à l'image, à l'identité d'épouse, c'était relié l'image de la famille idéale. Et ça m'a pris des années à faire le deuil de la perte de cette identité et le deuil de la perte de la famille. Donc, regardez comment fonctionne ce type d'identité et à quel point nous avons raison de la confirmer et de la reconfirmer et de la reconfirmer, cette identité. Alors, j'espère que dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous ai apporté quelques clarifications. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à activer les notifications parce que chaque semaine, je viens avec de nouvelles publications, de nouvelles vidéos pour apporter plus de lumière sur le fonctionnement humain en général, quelque chose que personne ne nous enseigne à l'école, dans notre famille et aucunement, on ne peut pas apprendre toute seule. On a besoin toujours quelqu'un qui nous guide, qui nous parle, qui nous explique, même si c'est une personne ou c'est un livre.